À 17 ans, la veille de Noël, mon père m'a mis dehors pour une Rolex volée que je n'ai jamais touchée. 4 ans plus tard, la vérité éclate grâce à mon grand-père. Alors que ma famille fait face à l'expulsion et au divorce, je deviens le seul héritier. La veille de Noël, à 17 ans, mon père m'a mis à la porte à cause d'une Rolex à 45 000 € volée que je n'avais jamais touchée. 4 ans plus tard, mon grand-père a révélé la vérité. Et tandis que ma famille faisait face à l'expulsion, au divorce et à l'humiliation publique, il a fait de moi l'unique héritier de tout ce qu'ils avaient essayé de voler. Salut, Reddit. Mon père m'a chassé la veille de Noël pour quelque chose que je n'avais pas fait. J'ai construit ma vie sans lui et je pensais avoir tout laissé derrière moi. Mais les mensonges et la cupidité de ma famille se sont effondrés des années plus tard. Avant d'en arriver là, laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle César Leclerc. J'ai 21 ans. Et ce soir, je retourne en voiture dans la ville que j'avais juré de ne plus jamais revoir. Il y a 4 ans, ma famille m'a mis à la porte la veille de Noël. Aujourd'hui, je rentre à la maison pour le 75e anniversaire de mon grand-père Albert. C'est la première fois que je reverrai mes parents et ma sœur depuis cette nuit-là. L'autoroute est vide. Le ciel, meurtri de nuages hivernaux. Et plus je me rapproche, plus ma poitrine se serre. Je ne suis plus ce gamin de 17 ans. J'ai monté une petite entreprise de e-commerce, gagné mon indépendance et me suis fait une vie sans eux. Mais aucun succès ne peut effacer la profondeur de cette trahison. À l'époque, la maison était un chaos bien avant cette nuit. Ma mère, Lydia, était obsédée par les apparences. Décoration parfaite, dîner parfait, mensonge parfait. Ma sœur, Anne, était l'enfant chéri. Gâtée, dramatique et cruelle comme seuls les frères et sœurs peuvent l'être. Si je respirais de travers, elle se moquait de moi. Si je restais silencieux, elle me traitait d'inutile. Lydia la soutenait toujours. Mon père, Étienne, était un avocat puissant qui terrifiait les juges et écrasait ses adversaires. Pourtant, à la maison, il était silencieux. Au lieu de fixer des limites, il les laissait mener la danse. Si Lydia disait que j'étais paresseux, il était d'accord. Si Anne disait que j'étais une déception, il détournait le regard. J'ai appris à vivre autour d'eux, pas avec eux. J'ai passé la majeure partie de ce mois de décembre plongé dans des dossiers de bourse d'études, rassemblant des idées pour une petite entreprise en ligne qui, je l'espérais, me sortirait de cette maison. Tard le soir, quand la maison dormait, je me glissais dans le bureau d'Étienne pour imprimer des formulaires et faire des recherches. C'était le seul endroit avec une imprimante en état de marche et une connexion Wi-Fi décente. Le réveillon de Noël est arrivé, froid et cassant. Le sapin brillait dans le coin. La maison embaumait la cannelle et le pain. Lydia était en mode hôtesse, aboyant des ordres et polissant des verres à vin comme si le pape venait dîner. Anne paradait dans un manteau de créateur qu'elle avait exigé comme un essentiel des fêtes, prenant des selfies devant la cheminée. Je restais à l'écart, essayant d'aider où je pouvais et comptant les heures jusqu'à la fin de la journée. Puis Étienne m'a appelé dans le salon. Où est-elle? Sa voix n'était pas forte, mais il y avait quelque chose de dangereux derrière. Où est quoi? Ai-je demandé, confus. Ma montre, a-t-il lâché? La Rolex GMT Master 2 en or blanc. Celle que ton grand-père m'a offerte quand je suis devenu associé. 45 000 €, César. Elle a disparu. J'ai cligné des yeux. Je n'en sais rien. Lydia a laissé échapper un rire, sec et sans humour. Bien sûr que tu n'en sais rien. C'est toujours ta réponse. Tu fais comme si tu étais trop occupé avec tes petits projets pour remarquer quoi que ce soit. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Je suis resté. Ne mens pas, a coupé Anne. Je t'ai vu dans le bureau de papa la semaine dernière, près de son tiroir. Tu préparais probablement ton coup. J'imprimais un dossier de bourse, ai-je dit, la voix tendue. Je n'ai rien touché. Lydia a croisé les bras. L'image parfaite de la fausse préoccupation. Tu rôdes depuis des semaines. Désespéré. Secret. C'est évident ce que tu as fait. Désespéré de quoi? Ai-je demandé, la colère montant en moi. Vous ne vous êtes jamais soucié de ce que je fais. Vous voulez juste quelqu'un à blâmer. Étienne s'est approché, me dominant. Il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un. Cette montre représente plus pour moi que tu ne le comprendras jamais. Et maintenant, elle a disparu. Je ne l'ai pas prise.
Ma voix s'est brisée de frustration. Je ne savais même pas qu'elle avait disparu jusqu'à maintenant. Menteur. La voix de Lydia était glaciale. Tu es une déception depuis le jour de ta naissance. Ceci n'en est que la preuve. Anne a laissé échapper un rire cruel. Je te l'avais dit, papa. Il essaie probablement de la vendre pour financer une de ses fausses idées de business. C'en était trop. Quelque chose en moi s'est fissuré. Vous n'avez aucune idée de ce que j'essaie de faire, ai-je dit en les fixant. J'essaie de faire quelque chose de ma vie. J'essaie d'être meilleur que ça. Les yeux d'Étienne se sont durcis. Ne lève pas la voix sur moi. Tu as embarrassé cette famille pour la dernière fois. Je n'ai rien fait, ai-je crié. Vous m'accusez de quelque chose que je n'ai pas. Avant que je puisse finir, Étienne s'est tourné vers son bureau, a ouvert le tiroir et en a sorti l'écrin vide de la Rolex. Il l'a jeté à travers la pièce. Il a heurté le mur à côté de moi et est tombé au sol. Dehors, a-t-il dit, la voix basse et définitive. Fais tes affaires. Quitte cette maison. Tu ne fais plus partie de cette famille. Les lumières du sapin de Noël clignotaient dans le coin. Des chants de Noël jouaient faiblement à la radio. Dehors, la neige commençait à tomber. Et au milieu de tout ça, mon père se tenait là. Non pas comme un homme que j'aimais ou respectais, mais comme quelqu'un qui avait décidé que je ne valais plus la peine d'être revendiqué. Tu fais une erreur, ai-je murmuré. L'erreur, a sifflé Lydia, a été de te laisser rester si longtemps. Anna sourit avec mépris, les bras croisés. Joyeux Noël. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis monté, j'ai rempli un unique sac de sport avec mes vêtements et mon ordinateur portable, et je suis sorti par la porte d'entrée. La porte a claqué derrière moi avant que j'aie atteint l'allée. La lumière du Porsche s'est éteinte, comme s'il ne supportait pas de me voir partir. C'était la veille de Noël. J'avais 60 € en poche, aucun endroit où dormir, et personne dans cette maison qui se souciait de savoir si j'allais mourir de froid dans la neige. C'est la nuit où tout s'est terminé. Et la nuit où j'ai juré qu'il n'aurait plus jamais de pouvoir sur moi. La neige tombait drue quand j'ai atteint le bout de la rue. Les lumières de ma maison brillaient chaleureusement derrière moi. De la musique de Noël étouffée s'échappait à travers les murs. Une célébration dont je ne faisais plus partie. Mes mains étaient engourdies, les lanières du sac de sport me cisaillaient l'épaule. Le froid était vif. Mais ce n'était pas ça qui faisait mal. Ce qui faisait mal, c'est qu'il l'avait fait ce soir-là, la veille de Noël. Chaque maison devant laquelle je passais ressemblait à une carte postale. Des familles réunies autour de tables de dîner. Des enfants déballant des cadeaux. À travers les fenêtres givrées, je voyais des sourires, des rires, de la chaleur. Je me sentais comme un fantôme dérivant à côté de la vie de quelqu'un d'autre. Mon souffle formait un nuage dans l'air et chaque inspiration me brûlait. Je ne savais pas où aller. J'ai fait défiler mon téléphone et envoyé un message à Ellie, un camarade de classe avec qui j'avais fait quelques projets de groupe. On m'a mis dehors. Une chance que je puisse squatter ce soir? Il a répondu en quelques minutes. Passe. Sa famille vivait dans une petite maison de ville de l'autre côté de la ville. Le temps que j'arrive, mes chaussures étaient trempées et mes doigts me piquaient. Ellie a ouvert la porte, coiffé d'un bonnet de Père Noël et tenant une assiette de biscuits. Derrière lui, sa famille était réunie dans le salon, regardant un film de Noël. L'odeur de dinde rôtie et de cannelle flottait dans l'air. « Mec, qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé. « Longue histoire, ai-je marmonné. Je peux juste dormir sur le canapé ? » Ouais, bien sûr, a-t-il dit en s'écartant. Ses parents sont apparus un instant plus tard, polis mais méfiants. « César, c'est ça ?» a demandé son père. « Soirée difficile ? » Quelque chose comme ça. Ils m'ont laissé entrer, mais je sentais le malaise. Ils se parlaient à voix basse quand ils pensaient que je ne pouvais pas entendre. J'ai mangé une assiette de nourriture qu'ils m'ont offerte, mais leurs yeux revenaient sans cesse vers moi. Un étranger au milieu de leur fête. Quand ils ont échangé leurs cadeaux, je suis resté assis tranquillement sur le canapé à regarder le sol. C'était mieux que de geler dehors, mais ce n'était pas chez moi. Je suis parti le lendemain matin avant que quiconque ne soit réveillé. J'ai remercié Ellie par texto et lui ai dit que je trouverais une solution. Les semaines qui ont suivi se sont confondues. J'ai rebondi d'un canapé d'amis à l'autre. 3 nuits ici, 4 nuits là.
toujours prudent de ne pas abuser de leur hospitalité. Au début, les gens étaient compatissants. Ils offraient des repas, des couvertures, même des conseils. Mais la compassion ne dure pas éternellement. À la 2e ou 3e semaine, les allusions ont commencé. On a de la famille qui vient bientôt. J'ai besoin de retrouver mon espace. À la mi-janvier, je n'avais plus d'endroit où loger. La température était tombée en dessous de 0, et le froid mordait plus profondément que tout ce que j'avais connu. J'ai passé des nuits dans des gares routières, des bibliothèques municipales, et une fois derrière une station-service, recroquevillé avec mon sac de sport comme oreiller. Je sautais des repas pour faire durer l'argent que j'avais. J'ai postulé à des emplois à temps partiel, mais sans expérience, la plupart des endroits me rejetaient avant même l'entretien. 3 semaines après avoir été mis à la porte, j'ai décidé de retourner à la maison, non pas pour parler à qui que ce soit, juste pour récupérer mon vieil ordinateur portable dans le garage. C'était mon seul outil pour les dossiers de bourse et les recherches d'emploi. J'ai attendu le soir, espérant que personne ne me verrait. Ils m'ont vu. Avant que je puisse atteindre la porte latérale, une voiture de police est entrée dans l'allée. L'agent Renaud est sorti, son souffle visible dans le froid. « C'est vous, César ?» a-t-il demandé. « Oui. Votre mère dit que vous violez une propriété privée. » « Ce n'est pas le cas. J'habitais ici. Je suis juste venu chercher mon ordinateur. »« Quel âge avez-vous » a demandé Renaud. « 17 ans. » Il a soupiré. « Techniquement, ils sont toujours responsables de vous. Mais si vous ne voulez pas y retourner, je ne vais pas vous traîner à l'intérieur. Je vais signaler votre cas aux services sociaux et essayer de joindre un parent. Ne revenez simplement pas ici. Ils ne changeront pas. Ce dont vous avez besoin, m'a-t-il interrompu doucement, c'est d'arrêter d'essayer de réparer quelque chose qui est déjà cassé. Si vous voulez un avenir, construisez-le sans eux. Il m'a laissé partir sans porter plainte. Je ne suis jamais retourné. Une semaine plus tard, j'étais assis à la bibliothèque municipale, utilisant un ordinateur gratuit, quand une femme m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retourné et pendant une seconde, je ne l'ai pas reconnue. Marianne, la sœur aînée de mon père. Je ne l'avais pas vue depuis près de 5 ans. L'agent Renaud a trouvé mon numéro dans un ancien rapport et m'a appelé dès qu'il a pu, a-t-elle dit. Il m'a raconté ce qui s'est passé. Je savais que tes parents étaient égoïstes, mais te mettre dehors la veille de Noël. Elle a secoué la tête. Tu viens avec moi. Marianne avait toujours gardé ses distances avec Lydia et Anne, les appelant des vipères en chaussures de luxe. Quand elle a appris que j'étais à la rue, elle est venue à la bibliothèque où je passais mes journées et m'a offert une chambre. Ce n'était pas de la charité. Marianne a été claire. Si je restais, je devrais faire ma part. En une semaine, elle m'a trouvé un travail à temps partiel dans un petit garage automobile. Le travail était dur. De longues heures, de la graisse sous les ongles, des muscles endoloris. Mais je ne me suis pas plaint. C'était une bouée de sauvetage. J'ai commencé à économiser chaque centime. 1 mois plus tard, j'ai acheté une vieille voiture d'occasion rouillée et à peine en état de marche pour quelques centaines d'euros. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Et plus important encore, c'était un toit quand j'en avais besoin. Quand la chambre d'amis de Marianne n'était pas disponible ou que j'avais des services tardifs, je me garais derrière une épicerie ouverte 24h24 et je dormais là. Le train-train est devenu ma routine, le garage le jour, des livraisons le soir, et pendant mes pauses, j'apprenais le codage et le marketing numérique grâce à des cours en ligne gratuits. Chaque commentaire cruel que Lydia et Anne postaient en ligne sur leurs vacances, leur dîner de luxe, leurs photos de Noël en famille, ne faisait que jeter de l'huile sur le feu. Anne a écrit un jour, « La maison semble plus légère sans le poids mort. » Elle voulait que ce soit une pique. Je l'ai pris comme une motivation. Au printemps, j'avais assez économisé pour lancer un petit site de e-commerce. Il faisait à peine quelques ventes, mais c'était un début, la preuve que je pouvais construire quelque chose. Quelques mois plus tard, j'ai décroché une bourse d'études très compétitive en technologie. C'était comme la première vraie victoire que j'avais jamais remportée par moi-même. Une nuit, des mois plus tard, je suis passé devant mon ancien quartier en rentrant d'une livraison. Les maisons brillaient à nouveau, la musique se déversait dans la rue. Je me suis arrêté en face de la maison de ma famille. Les fenêtres étaient allumées, des rires résonnaient de l'intérieur, la même chaleur que j'avais autrefois observée de l'extérieur.
Je suis resté là un moment, puis j'ai remonté la fermeture de ma veste et je suis parti. Ils avaient choisi de me chasser. Je choisissais de ne jamais revenir. 4 ans plus tard, j'étais de retour pour célébrer le 75e anniversaire de grand-père. L'invitation m'avait surpris. Je n'avais pas parlé à la plupart de ma famille depuis le jour de mon départ. Mon père n'a jamais cherché à me contacter. Lydia et Anne faisaient comme si je n'existais pas. Mais Albert, il était différent. Même après mon départ, il envoyait des cartes d'anniversaire, parfois même des chèques, et une note manuscrite quand j'ai eu ma bourse. Il était le seul à me traiter comme si j'avais encore de l'importance. Quand sa carte est arrivée avec une note manuscrite, j'aimerais que tu sois là. S'il te plaît, viens, j'ai su que je ne pouvais pas refuser. L'allée était pleine quand je suis arrivé. Des voitures chères bordaient le trottoir, le genre que Lydia aimait mentionner dans les conversations. La maison était exactement la même. Même lumière de Porsche, même couronne, même lueur chaude à travers les fenêtres. Rien n'avait changé, sauf moi. Je me suis garé au bout de la rue et je suis resté assis dans la voiture un moment, pour me calmer. Puis je suis sorti, j'ai redressé ma veste et je me suis dirigé vers la porte. Dès que je suis entré, le bruit m'a frappé. Des rires, des verres qui tintent, de la musique provenant de haut-parleurs cachés. Quelques parents que je me rappelais à peine m'ont fait un signe de tête poli en passant. D'autres me fixaient comme s'ils avaient vu un fantôme. Lydia m'a remarqué la première. Son sourire a disparu. Tiens, dit-elle, un verre de vin à la main. Regardez qui a décidé de se montrer. Content de te voir aussi, ai-je dit d'un ton neutre. Anne a suivi, habillée de la tête aux pieds en marque de luxe, un faux sourire plaqué sur le visage. Je pariais que tu n'aurais pas le cran, dit-elle. Je suppose que je dois 20 € à maman. J'ai ignoré la pique et cherché mon père. Étienne se tenait près de la cheminée avec un verre à la main, en pleine conversation avec un des amis d'Albert. Il a levé les yeux, m'a vu, et pendant une seconde son expression a vacillé. Puis il a fait un signe de tête rigide. Rien de plus. La tension dans la pièce était palpable, mais j'ai gardé la tête haute. Je n'étais plus le gamin qu'ils avaient humilié. J'avais bâti ma vie à partir de rien, et je n'étais pas là pour les impressionner. César, a appelé une voix derrière moi. C'était Hélène, l'avocate et la plus vieille amie d'Albert. Je suis contente que tu sois venue. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit. Elle a baissé la voix. Albert a préparé quelque chose. Ne pars pas avant le discours. J'ai hoché la tête, sans savoir ce qu'elle voulait dire. J'ai passé l'heure suivante à éviter les conversations. Lydia présentait Anne à quiconque voulait l'entendre comme une entrepreneuse prometteuse, bien que je savais par les réseaux sociaux que ses projets d'influenceuse échouaient. Mon père faisait comme si je n'étais pas là. Chaque fois que je passais près d'eux, la voix d'Anne s'élevait juste assez pour que je puisse saisir un mot. Pathétique. Toujours aussi aigri. Probablement au chômage. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je me suis concentré sur la raison de ma présence, Albert. Il était presque 21 h quand le tintement d'une cuillère contre un verre a fait taire le brouhaha. Albert se tenait au bout de la longue table à manger, la posture droite, la voix forte. Merci à tous d'être venus, a-t-il commencé. 75 ans, c'est une longue vie, et je suis reconnaissant d'avoir tant de familles ici ce soir. Il a fait une pause, balayant la pièce du regard. Puis son ton a changé. Plus lent, plus lourd, délibéré. Il y a 4 ans, quelque chose de précieux a disparu de cette maison. Une Rolex GMT Master 2, en or blanc, d'une valeur de 45 000 €. La montre de mon fils. À l'époque, mon petit-fils César a été accusé de l'avoir volée. Il a été mis à la porte, déshérité. Mais récemment, sa voix s'est tendue, j'ai appris la vérité. La pièce est devenue silencieuse. Les fourchettes sont restées en suspens. Le sourire de Lydia s'est effacé. Par hasard, je parlais avec un vieil ami qui tient une boutique de prêt sur gage au centre-ville. J'ai mentionné la montre, juste un commentaire en passant, et il s'est figé. Il m'a dit que juste après Noël cette année-là, une jeune femme est entrée dans sa boutique avec une pièce identique. Nerveuse, tremblante, parlant trop. Une vague de malaise s'est répandue dans la pièce. Les mains d'Anne se sont crispées sur son verre. Je lui ai montré une photo de la montre disparue, a poursuivi Albert. Il n'a pas hésité. Même modèle,
même numéro de série et même gravure. Et le nom sur les papiers? Il a fait une pause, laissant le silence s'étirer. Anne Leclerc. La salle a éclaté en murmures. Le visage de Lydia est devenu exsangue. La main d'Étienne tremblait alors qu'il posait son verre. Anne fixait le sol, figée. Grâce à ces registres, nous avons retracé le numéro de série jusqu'au propriétaire actuel. Après que la police les a contactés, la montre a été restituée. Mais je ne me suis pas arrêté là, a dit Albert, arpentant lentement la pièce comme s'il présentait des preuves au tribunal. Je voulais toute l'histoire. J'ai donc demandé de l'aide, et nous avons suivi l'argent. 15 000 € ont été virés à un collecteur de dettes pour payer les dettes de jeu d'un petit ami. 12 000 € de plus ont payé des vacances en Europe, vol en première classe, hôtel 5 étoiles, brunch au champagne. Étage 10 000 € ont disparu dans un projet de crypto-monnaie qui s'est effondré en quelques semaines. Personne ne parlait. Le seul son était le tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin. Et pendant que tout cela se passait, a dit Albert, sa voix s'élevant légèrement, la personne que vous aviez tous choisi de blâmer, celle que vous avez traitée de menteur et de voleur, essayait de survivre avec rien. César a perdu sa maison, sa famille et 4 ans de sa vie à cause d'une histoire que vous n'avez jamais remise en question. Il s'est tourné vers moi. Ce soir, je veux que cette histoire soit corrigée. César, tu étais innocent. Tu l'as toujours été. La pièce était silencieuse. Les lèvres de Lydia bougeaient, mais aucun mot ne sortait. Étienne fixait la table, incapable de me regarder. Les yeux d'Anne étaient vitreux sous le choc, son visage pâle. Je sentais une douzaine de regards sur moi, mais je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait été enterrée pendant 4 ans. Et maintenant, elle se tenait, nue, au centre de la pièce, à la vue de tous. Je suis resté juste assez longtemps pour remercier Albert discrètement. Puis je me suis éclipsé avant le dessert, l'air froid de la nuit me frappant comme une vague. Je ne voulais pas voir les retombées. Je ne voulais pas d'excuses. Les gens à l'intérieur de cette maison m'avaient déjà montré qui ils étaient. En descendant l'allée, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pendant des années, j'avais porté le poids de leur trahison comme une chaîne. Mais maintenant, alors que la neige crissait sous mes bottes et que la maison s'estompait au loin derrière moi, je me sentais plus léger. Ils avaient essayé de m'enterrer avec des mensonges. Ce soir, la vérité m'avait déterré. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon père pendant 3 jours après la fête d'Albert. Puis les messages ont commencé. Au début, ils étaient pleins d'excuses. De longs SMS désespérés expliquant qu'ils ne connaissaient pas toute l'histoire, qu'ils regrettaient tout et qu'ils voulaient arranger les choses. Puis ils ont changé. Le ton est devenu plus froid, plus en colère. Il m'a accusé d'avoir monté Albert contre lui, d'avoir lavé le cerveau de la famille, de les avoir humiliés devant leurs amis. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Puis Albert m'a demandé de voir Étienne, juste cette fois. Contre mon gré, j'ai envoyé une adresse à Étienne par texto. Un petit café près de l'ancienne bibliothèque où j'avais l'habitude d'étudier. Quand je suis entré, il était déjà là, assis à une table dans un coin avec une tasse de café à moitié vide. Il avait l'air fatigué, plus vieux que dans mon souvenir, mais il y avait toujours cette même intensité dans ses yeux. Le même homme qui m'avait mis à la porte la veille de Noël était assis en face de moi comme si de rien n'était. « César, dit-il en se levant comme si nous étions de vieux amis. Merci d'être venu. »« Parlons, c'est tout, ai-je répondu en m'asseyant. Il y eut une longue pause avant qu'il ne reprenne la parole. « Je te dois des excuses. » Sa voix était basse, mesurée. « J'ai eu tort. À propos de la montre, de cette nuit-là, de beaucoup de choses. » Je n'ai pas répondu. Je voulais entendre ce qu'il avait d'autre à dire. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux, a-t-il poursuivi. J'ai cru ce qu'elles m'ont dit. Et quand je t'ai vu dans mon bureau, j'ai laissé ma colère prendre le dessus. J'ai échoué en tant que père. Pendant un instant, j'ai presque cru en lui, mais son ton a changé. Subtil au début, puis plus sec. Mais tu dois comprendre, dit-il en se penchant en avant. J'étais sous une pression énorme. J'avais Lydia dans une oreille, Anne dans l'autre, et je ne savais plus quoi croire. Et maintenant, tu as retourné mon propre père contre moi. As-tu la moindre idée de ce que ce discours m'a fait? Les mots m'ont frappé comme une gifle. Ce que ça t'a fait? Ai-je répété. Ça a dit la vérité.
Voilà ce que ça a fait. Il a expiré brusquement. Tu n'avais pas besoin de rendre ça public. Tu aurais pu gérer ça en privé. Au lieu de ça, tu m'as humilié. Tu as humilié notre famille. Notre famille, ai-je raillé. La même famille qui m'a traité de voleur et m'a jeté dans la neige sans une seconde d'hésitation. Les mêmes personnes qui m'ont ignoré pendant 4 ans alors que je dormais par terre et que j'avais 2 emplois pour survivre. Sa mâchoire s'est crispée. César, j'essaie d'arranger ça. Non, ai-je dit, tu essaies d'arranger les apparences. Il y a une différence. La conversation est passée rapidement du calme à la confrontation. Il a frappé légèrement la table de sa paume. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir tout ce que tu as construit s'effondrer à cause d'une seule erreur. J'ai perdu des clients. Mes amis ont cessé d'appeler. Les gens pensent que je suis un imbécile. Tu es un imbécile, ai-je dit, les mots m'échappant avant que je puisse les retenir. Tu as cru un mensonge parce que c'était plus facile que de me croire. Et maintenant, tu en paies le prix. Fais attention à ton ton, a-t-il lâché, la vieille autorité reprenant le dessus dans sa voix. Non, ai-je dit calmement. J'ai fini de faire attention à mon ton. Tu m'as jeté comme un déchet. Tu les as laissés détruire ma réputation. Tu n'as même pas répondu à mes messages quand je t'ai supplié de m'écouter. Et maintenant que la vérité est sortie, tu essaies toujours de blâmer quelqu'un d'autre. Le silence entre nous était pesant. Les gens aux tables voisines commençaient à jeter des coups d'œil. Étienne a regardé autour de lui, embarrassé, puis s'est penché. Je te demande de passer à autre chose. Nous sommes toujours une famille. Nous pouvons reconstruire. Une famille, ai-je répété. Une famille te protège. Une famille écoute. Une famille ne met pas un jeune de 17 ans dehors la veille de Noël sans preuve. Sa voix s'est durcie. Tu es dramatique. J'ai déjà dit que j'étais désolé. Non, ai-je dit, en me levant maintenant. Tu as dit que tu étais désolé de t'être fait prendre. Pas désolé pour ce que tu as fait. Il s'est levé aussi, le visage rouge. Tu te crois meilleur que moi maintenant? Parce qu'Albert te donne de l'argent, parce que tu as eu quelques bourses? Je ne pense pas être meilleur que toi, ai-je répondu. Je sais juste que je ne serai jamais comme toi. Quelque chose dans ses yeux a changé. De la colère, de l'orgueil, peut-être même de la peur. Mais il n'a pas arrêté. Un jour, tu regretteras ça. Un jour, tu comprendras tout ce que j'ai sacrifié. Je l'ai fixé un long moment avant de répondre. Tu n'as rien sacrifié. Tu as jeté ton fils. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Il a crié mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je suis resté devant le café quelques minutes, l'air hivernal me mordant le visage. J'aurais dû être en colère, mais ce n'était pas le cas. Ce que je ressentais à la place, c'était de la clarté. Une clarté froide et inébranlable. Mon père n'était pas venu s'excuser. Il était venu réécrire l'histoire. Il voulait le pardon sans la responsabilité. La rédemption sans les conséquences. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je ne lui devais ni l'un ni l'autre. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai bloqué son numéro. Le cycle se terminait ici. 2 semaines se sont écoulées après la confrontation au café. Je n'avais pas eu de nouvelles de mon père depuis le jour où je suis parti, et je pensais que ce serait peut-être la fin. Mais Albert a appelé. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de délibéré sous la surface. J'ai besoin que tu passes à la maison, a-t-il dit. Il y a quelque chose dont nous devons parler en privé. Quand Albert utilisait ce ton, ce n'était jamais pour parler de la pluie et du beau temps. Je suis passé le lendemain matin, sans savoir à quoi m'attendre. Il m'a accueilli à la porte avec une poignée de main ferme et m'a conduit dans son bureau. Une pièce qui sentait les vieux livres et le cèdre, tapissée de décennies d'histoire familiale. Sur la table devant lui se trouvaient plusieurs dossiers, chacun épais de documents. Qu'est-ce que c'est que tout ça, ai-je demandé. Des preuves, a-t-il répondu. Et un très gros problème. Albert a expliqué qu'après la révélation de la vérité sur la montre, il n'arrivait pas à se défaire du sentiment qu'il y avait plus sous la surface. La façon dont Lydia et Anne avaient manipulé mon père si facilement, la façon dont elle mentait sans hésitation, l'avait laissé perplexe. Alors, il a commencé à creuser.
Ça a commencé par un examen des dossiers financiers de l'entreprise familiale. Au début, tout semblait normal. Puis, les incohérences ont commencé à apparaître. De petits retraits par-ci, des transferts inexpliqués par-là. Plus il creusait, plus c'était sordide. Sur une période de 3 ans, des centaines de milliers d'euros avaient discrètement disparu des comptes de l'entreprise et des comptes personnels. Lydia avait émis des cartes de crédit d'entreprise à son nom, les débitant pour des dépenses professionnelles qui étaient en réalité des sacs à main de créateurs, des soins au spa et des chauffeurs privés. Anne avait siphonné les fonds de l'entreprise dans des projets parallèles, des tentatives ratées d'influenceuses, des vacances coûteuses, et même une marque de vêtements éphémères qui s'est effondrée en quelques mois. Et ce n'était pas le pire. Albert a ouvert un autre dossier et a fait glisser un document sur le bureau. C'était un contrat de prêt, un prêt substantiel contracté au nom d'Étienne, mais la signature n'était pas la sienne. Falsifié, ai-je demandé. Albert a hoché la tête. Ta mère l'a signé. Elle a utilisé l'argent pour sortir Anne d'une arnaque à la crypto-monnaie qui a mal tourné. Un demi-million d'euros parti en une seule nuit. J'ai regardé les papiers. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était une trahison imprudente et calculée. Elles n'avaient pas seulement détruit la confiance. Elles avaient saigné la famille à blanc tout en blâmant tout le monde pour leur désordre. Puis Albert s'est penché en arrière et a ajouté quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Tu m'as demandé un jour pourquoi Anne avait mis la Rolex en gage. S'ils étaient capables de voler autant, pourquoi s'embêter avec ça? J'ai hoché la tête. La question me taraudait. Parce que c'est arrivé avant tout ça, a dit Albert. À l'époque, elle n'avait pas accès au compte de l'entreprise. Lydia ne faisait pas encore partie des affaires, et Anne ne savait pas comment déplacer de l'argent sans se faire prendre. Elles avaient besoin d'argent rapide et non traçable, et elles en avaient besoin immédiatement. Il a tourné une autre page montrant des relevés bancaires. Son petit ami était criblé de dettes, pas des dettes de cartes de crédit, le genre dangereux. Des usuriers, des menaces. Elles avaient besoin de dizaines de milliers d'euros en quelques jours. Les fonds de l'entreprise étaient trop risqués à toucher à ce moment-là. Trop d'yeux, trop de traces écrites. Mais la Rolex de ton père, elle pouvait la mettre en gage cet après-midi-là et repartir avec de l'argent avant que quiconque ne s'en aperçoive. C'était parfaitement logique. Le vol de la montre ne faisait pas partie d'un grand plan. C'était la panique. Un geste désespéré et impulsif avant qu'elles ne deviennent plus audacieuses et ne transforment leur crime en quelque chose de bien plus grand. Et mon père? Ai-je demandé doucement. Il n'en a aucune idée, a dit Albert. Ou peut-être qu'il a choisi de ne pas voir. Quoi qu'il en soit, il les a laissées faire, et maintenant elles ont presque détruit tout ce que j'ai construit. Je me suis adossé à ma chaise. Que allez-vous faire? L'expression d'Albert s'est durcie. Je vais leur couper les vivres. À tous. Il ne parlait pas au sens figuré. Au cours de l'heure suivante, il a exposé son plan. Ses avocats restructuraient déjà le trust familial. Le nom de mon père était retiré de la liste des bénéficiaires. Chaque actif, immobilier, action, obligation, le contournerait entièrement. L'argent qui devait le soutenir à la retraite, disparut. Lydia et Anne, elles ne verraient pas un centime. Elles ont eu leur chance, a dit Albert. Et elles ont prouvé qu'on ne peut pas leur faire confiance avec l'héritage de cette famille. Je ne savais pas quoi dire. C'était une décision monumentale, pas seulement une punition, mais un jugement final. Il y a encore une chose, a ajouté Albert. Je mets de côté une partie de la succession pour toi. Non pas parce que tu y as droit, mais parce que tu l'as mérité. Tu as fait preuve d'intégrité alors que tous les autres autour de toi ont fait preuve de cupidité. J'ai secoué la tête. Je n'ai rien fait de tout ça pour l'argent. Je sais, dit-il en posant une main sur mon épaule. C'est exactement pour ça que tu le mérites. Les retombées ont été immédiates. En quelques jours, la nouvelle qu'Albert avait réécrit son testament s'est répandue. Lydia était furieuse. Elle a appelé l'avocat d'Albert à plusieurs reprises, menaçant de poursuites judiciaires. Rien de tout cela n'avait d'importance. Les documents étaient blindés. Anne est partie en vrille. Ses cartes ont été gelées, ses comptes vidés, ses entreprises se sont effondrées. Une nuit, elle m'a envoyé un long message décousu en ligne, implorant de l'aide. Elle disait qu'on l'avait forcée à tout faire, qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin,
qu'elle essayait juste de protéger la famille. Je l'ai supprimé sans répondre. Mon père, Étienne, a perdu pied. Même après l'avoir bloqué, il a continué à appeler depuis de nouveaux numéros. Des dizaines d'appels manqués, des messages vocaux oscillant entre la rage et le désespoir. Dans l'un, il criait que j'avais retourné Albert contre son propre fils. Dans un autre, il me suppliait de parler. Je n'ai pas répondu. En moins de 2 semaines, Albert a de nouveau appelé. C'est fait, a-t-il dit simplement. Le trust est finalisé. Ils sont coupés. J'ai demandé comment mon père l'avait pris. Il est furieux, a dit Albert. Mais il ne voit toujours pas pourquoi ça arrive. Il blâme tout le monde sauf lui-même. Lydia parle de divorce et Anne se noie dans les dettes. Une semaine après qu'Albert ait finalisé le trust, les ondes de choc ont commencé. Au début, rien d'évident n'a changé, juste un changement de ton lorsque le nom de mon père était mentionné. Les appels n'étaient plus retournés, les réunions étaient reportées, et les gens qu'il appelait autrefois des amis sont soudainement devenus trop occupés. C'était le genre de silence qui précède toujours l'effondrement. En 2 semaines, les premières fissures sont apparues. La nouvelle des changements du trust avait atteint le cabinet d'avocats et les rumeurs se sont répandues dans la communauté juridique. Un audit interne a suivi. On l'a qualifié de routine, mais tout le monde savait pourquoi il avait lieu. Les enquêteurs ont fouillé dans les dossiers et bientôt, des schémas ont commencé à émerger. Signatures falsifiées, transferts non autorisés, fonds manquants. Rien n'était encore public, mais l'issue était inévitable. Le 2e mois, la situation a explosé. Les médias ont eu vent de l'affaire, et les gros titres étaient brutaux. La famille d'un grand avocat lié à une malversation financière. Enquête lancée sur la holding Leclerc. Chaque détail de leur stratagème a été révélé. Le nom de Lydia était lié au détournement de fonds. La marque d'influenceuse d'Anne a été exposée comme une société écran. Et la réputation de mon père, bâtie sur des décennies, a été anéantie en quelques jours. Le cabinet l'a suspendu en attendant l'enquête. Les régulateurs de l'État ont ouvert un dossier. Les clients ont coupé les ponts. Les gens qu'il avait autrefois encadrés ne retournaient pas ses appels. L'homme qui terrifiait autrefois les salles d'audience n'avait soudain plus personne dans son camp. Le 3e mois fut pire. Les créanciers appelaient quotidiennement. Les comptes étaient gelés. Les parrainages ont disparu. Les projets d'Anne se sont effondrés les uns après les autres. Et l'image soigneusement entretenue de Lydia s'est écroulée. Gala de charité, dîner de la haute société, cercles exclusifs, tout a disparu. À cette époque, les avocats d'Albert ont entamé la procédure pour récupérer la maison familiale. Cela prendrait du temps, mais le résultat était inévitable. Le 5e mois, l'humiliation est devenue publique. Lorsque l'avis d'expulsion est arrivé, Anne a complètement perdu la tête. Elle a débarqué sur la propriété d'Albert, hurlant qu'il détruisait la famille. Albert a écouté calmement avant de la couper d'une seule phrase. Une famille ne falsifie pas de signature. Une famille ne vide pas les comptes et n'accuse pas son propre sang. C'est le résultat de vos choix. La maison a été mise en vente quelques semaines plus tard. Le SUV de luxe d'Anne a été saisi. Lydia a été photographiée en train de crier sur des collecteurs de dettes et les photos sont devenues virales. La famille qui avait été obsédée par les apparences était devenue un spectacle public. Anne a tenté une dernière fois de sauver son image. Elle a lancé une nouvelle image de marque en ligne, pleurant devant la caméra sur la croissance personnelle et l'apprentissage de ses erreurs. Ce fut un échec instantané. Les sponsors ont disparu, les abonnés aussi, et elle a discrètement tout supprimé. Lydia n'a pas eu plus de succès. Sans argent et personne ne voulant s'associer avec elle, elle a disparu du monde social qu'elle dirigeait autrefois. Le 6e mois, Lydia a demandé le divorce. Elle a accusé Étienne de négligence émotionnelle et de trahison, espérant une compensation financière. Mais les avocats d'Albert avaient scellé toutes les failles. Les comptes étaient gelés. Le trust était intouchable, et il ne restait plus rien à gagner pour elle. La vie professionnelle d'Étienne était également terminée. Aucun cabinet ne voulait l'embaucher. Son nom était toxique. L'homme qui prêchait autrefois le contrôle n'en avait plus aucun. Il m'a laissé un message vocal auquel je n'ai jamais répondu. Elle est partie, dit-il doucement. Je leur ai tout donné. Je l'ai écouté une fois avant de le supprimer. Il ne comprenait toujours pas.
Il leur avait tout donné à la place de moi, et maintenant ils n'avaient plus rien. Au 8e mois, ils étaient méconnaissables. Anne travaillait dans la vente au détail pour le salaire minimum. Lydia vendait des produits de soins de la peau hors de prix en ligne. Étienne, dépouillé de sa richesse et de sa réputation, vivait seul dans un petit appartement délabré. Je l'ai vu une fois par hasard dans une épicerie. Il avait l'air plus vieux et plus petit, comme si le poids de chaque décision qu'il avait prise l'avait finalement rattrapé. Il a essayé de parler, mais j'ai continué à marcher. Il n'y avait plus rien à dire. Albert semblait plus léger quand nous parlions. C'était difficile à voir, a-t-il admis un après-midi. Mais parfois, la seule façon d'arrêter la pourriture, c'est de la laisser s'effondrer sous son propre poids. Il avait raison. Ni lui ni moi ne les avions détruits. Nous n'en avions pas eu besoin. Ils l'avaient fait eux-mêmes, une décision égoïste à la fois. Leur chute n'a pas été bruyante ou dramatique. Elle a été lente, humiliante et définitive. Et pour la première fois depuis mes 17 ans, je n'étais plus en colère. J'étais libre. La vie après leur effondrement était calme, presque troublante. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de message de colère, pas de manipulation, pas de culpabilisation, juste le silence. Et dans ce silence, j'ai commencé à construire une vie qui n'avait rien à voir avec eux. J'ai coupé tout point de contact, changé de numéro, cessé de consulter mon ancienne boîte mail et dit à mes proches que je ne voulais pas de nouvelles. Ce n'était pas une question de vengeance. Je ne voulais tout simplement pas que leur chaos s'infiltre dans l'avenir que j'essayais de créer. Le travail est devenu ma priorité. Le diplôme pour lequel je m'étais battu a finalement payé, et j'ai rapidement gravi les échelons dans une entreprise de cybersécurité. J'ai dirigé des projets, embauché ma propre équipe et gagné le respect que j'avais autrefois mendié. Chaque étape importante était la preuve que j'avais construit quelque chose entièrement par moi-même. J'ai aussi voyagé, non pas pour fuir, mais pour vivre. Des temples de Kyoto aux montagnes de Patagonie, chaque nouvel endroit me rappelait le chemin parcouru depuis cette nuit. Je me suis assis dans ma voiture glaciale la veille de Noël. Le garçon qui n'avait nulle part où aller écrivait maintenant sa propre histoire. Albert et moi nous sommes rapprochés. Il n'était plus seulement mon grand-père. Il était mon ancre. Nous parlions souvent de l'avenir de l'entreprise familiale. Et pour la première fois, je faisais partie de cet avenir. Ils ont essayé de te briser, m'a-t-il dit un soir. Mais tu t'es reconstruit plus fort qu'ils ne l'ont jamais été. Près d'1 an plus tard, une lettre est arrivée. Elle venait de mon père. L'écriture seule m'a glacé le sang. À l'intérieur, il avouait tout. La trahison, les mensonges, l'aveuglement, et il a dit les mots que je pensais ne jamais entendre. Je suis désolé. Il a écrit que Lydia s'était remariée et était partie sans un mot. Que Anne lui parlait à peine. À quel point sa vie était devenue vide. Il a dit qu'il aimerait pouvoir revenir en arrière et tout changer. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai rangé. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je le détestais, mais parce que je n'avais plus besoin de rien de sa part. Ni d'excuses, ni de conversation, ni de relation. Je lui avais déjà pardonné à ma manière. Le pardon n'était pas pour lui. C'était pour moi. Cet hiver-là, Albert et moi avons organisé un petit dîner de fête. Marianne est venue avec des cousins et quelques amis proches. C'était chaleureux et rempli de rire, le genre de soirée dont je rêvais quand j'étais plus jeune. À un moment donné, Marianne a levé son verre et a dit, aux secondes chances, celle que nous nous donnons à nous-mêmes. Ces paroles me sont restées. Mon histoire n'a jamais été une question de vengeance. Il s'agissait de se reconstruire après avoir été brisé. Il s'agissait de prouver que leur choix ne définissait pas qui je devenais. Je n'ai pas parlé à mon père depuis cette lettre. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être pas. Si je le fais, ce sera mon choix, pas le sien. Le garçon qu'il a mis à la porte la veille de Noël a disparu. Ce qui reste, c'est un homme qui a bâti une vie sans leur approbation. Qui a appris que la famille est une question de loyauté et d'amour, pas de sang. Et cet homme, celui qu'ils ont essayé de détruire, est enfin libre.